On repart. Donc, on repart avec ce sujet de fond. Donc, je le disais en sommaire, thèse très bien résumée par François Anglais. Ah oui, j'ai oublié. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le mettre, mais quand on parlait de l'électricité, j'en ai déjà parlé. C'est un bouquin absolument génial. Si vous voulez vraiment vous faire peur avec le blackout, enfin, savoir ce que ça représente. C'est un polar écrit par un très bon auteur de polar allemand. Voilà. Je vous assure, ce bouquin est génial. Génial. Et on n'a pas... En fait... Pour les cadeaux de Noël, c'est ça? Ouais, parce qu'on ne prend pas la mesure de ce que ça représente. Et je lisais ce truc, très très bien écrit, très bon thriller et tout, et il y a des fois tu refermes le bouquin, c'est bon, tout va bien. Lui, en l'occurrence, c'est pas, puisque c'est un bouquin qui a été écrit il y a une dizaine d'années, c'est un virus informatique qui met tout par terre, qui met tout le système européen par terre. Ça va être un bon test de savoir si on a vraiment envie de décroissance. Non, mais ça va au-delà. Allez lire le bouquin. C'est vraiment pas mal. Donc, Nouveau Monde. Donc, je l'ai dit en sommaire, une période de reprise en main de l'économie par les États qui s'ouvre, dit François Langlais, sous la pression, il n'est pas le seul d'ailleurs, hein, évidemment, sous la pression du retour du risque géopolitique et d'une forme, ça il le décrit très très bien, une forme de fatigue des peuples. Comme si les peuples, écrit-il, étaient fatigués de la liberté et de ses inconvénients. Retour en force de la politique industrielle. Là encore, je cite François, l'économie et les entreprises vont désormais faire là où on leur dit de faire. Et la primauté à nouveau donnée aux producteurs sur le consommateur. Alors, je ne sais pas si tu peux confirmer ça, Wilfried, mais il écrit que la part des salaires dans la valeur ajoutée aux États-Unis a commencé à remonter. Dans cette primauté donc donnée, ce qui ne serait pas étonnant, hein, vu les hausses de salaire très importantes qui ont été, qui sont données depuis 2-3 ans. C'est un petit mouvement. C'est un petit mouvement, mais enfin bon, voilà, c'est un mouvement. Bref, question très ouverte, très large. Comment est-ce que Clément, on avait déjà eu un débat comme ça d'ailleurs, oui, hein, l'année dernière sur le nouveau capitalisme. Je l'ai pas lu, donc ce serait malhonnête de. Ouais, je te l'ai résumé, quoi, hein, le truc. À partir de ce que tu as dit, alors moi il y a. Comment dire, il y a deux choses. Je pense qu'il a certaines intuitions de fond qui sont assez vraies. Et effectivement, il y a des tendances comme ça. Il parle de retour de la politique industrielle. On voit d'ailleurs même que la visite d'Emmanuel Macron avait officiellement quand même un peu ça, hein, derrière. Et quelque part... Tu veux dire aux États-Unis ? Oui, enfin les affrontements entre les politiques industrielles. Ah, pas un peu, c'était à fond ça. Ah, oui, voilà, oui, la loi anti-inflation aux États-Unis versus ce qu'on est capable de faire en Europe, etc. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas. Moi, je pense que voilà, c'est intéressant de voir qu'effectivement il y a ce type de tendance, mais de la même manière que j'étais pas du tout d'accord sur un de ses précédents ouvrages qui s'appelait La fin de la mondialisation, j'y crois, comment dire, à moitié. C'est-à-dire que je pense que même s'il peut y avoir des tendances, un peu plus de politique industrielle, un peu moins, je pense que le mouvement de fond, pareil pour la mondialisation, n'est pas totalement n'a pas changé. Et je reste quand même convaincu que quand on écrit ça, comme le fait François Langlais, et encore une fois, j'ai pas lu son ouvrage, on exagère un petit peu la tendance, voilà, avec le sentiment à l'instant T. Non, non, voilà. c'est donc pas faux. Parce que la fin de la mondialisation, il l'a écrit il y a quand même des années, il l'a écrit bien avant le Covid. Et honnêtement, quand on regardait la croissance du commerce extérieur, elle a cessé de croître bien après même l'apparition de son ouvrage. Donc à l'époque, ça ne se justifiait pas. Peut-être l'année 2020, évidemment, elle se justifiait. Et aujourd'hui, est-ce que vraiment tout change tel qu'il le décrit ? Moi, je pense qu'on est dans un fil, effectivement, où il y a une petite inflexion, oui, sur la politique industrielle ou sur d'autres choses. À mon avis, la tendance générale n'a pas changé. Ça, c'est mon opinion. Je vous ai parlé des professions du risque tout à l'heure. Je travaille aussi beaucoup avec les acheteurs. L'obsession aujourd'hui des acheteurs des grandes entreprises, c'est quand même la relocalisation des chaînes de valeur. C'est leur obsession. Il y a vraiment eu un tournant. Ah oui, ils le font. Ils cherchent par tous les moyens à le faire. Tous les moyens à le faire. Alors, c'est sûr que à la limite, Apple qui quitte globalement le gros mouvement. Hein. Apple quitte la Chine pour aller vers l'Inde. Tu peux dire, c'est pas... Oui, mais c'est le début de quelque chose quand même. Oui, mais quand tu regardes... C'est le début au moins d'une recherche de réponse au premier truc que dit François, c'est-à-dire au risque géopolitique. Mais quand tu regardes, pour rebondir sur ce que dit Clément, quand tu regardes les chiffres, par exemple, du commerce international et du commerce, je vais prendre deux pays qui sont quand même des vrais ennemis. Vas-y. Entre la Chine et les États-Unis, il n'y a pas de baisse. Hein. Les États-Unis importent toujours autant. Alors, ça progresse moins que les autres pays, effectivement. Mais ils importent toujours autant de produits de la Chine. Ils disent non, on va se couper de la Chine. C'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai du tout. Dans les faits, ça n'est pas vrai. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a des lumières qui sont mises sur des secteurs qui sont considérés comme étant des secteurs stratégiques, sur lesquels il y a effectivement la volonté de ne pas dépendre.
d'être en autonomie sur un certain nombre de choses, hein, d'avoir cette espèce de souveraineté. La souveraineté est un peu mise à toutes les sauces. C'est quand même un truc assez dingue, je trouve. 3 de nos ministères. Hein. Non, On a 3 ministères où il y a souveraineté dans l'intitulé du ministère. C'est la patronne de Croissance Plus qui le rappelle ce matin dans les Échos. Elle dit on va peut-être en tirer 2-3 conséquences. Mais, quand même. et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez l'adjectif souverain, si tu t'amuses à regarder par exemple le dictionnaire historique de la langue française hein, d'Alain Ray, on voit que souverain, ça vient de la même racine qui est ce qui est supérieur. Et donc ça a donné 2 acceptions différentes, c'est-à-dire ce qui est supérieur à tout en termes d'efficacité. Par exemple, c'est souverain d'écouter Bismarck pour comprendre effectivement les problématiques de l'énergie. Voilà. Et puis, c'est qui ne dépend de personne, qui n'a aucune dépendance. Et la deuxième acception est en train de prendre totalement le pas sur la première. Et c'est un vrai sujet, effectivement. C'est-à-dire que dans un certain nombre de domaines, on est en train d'ériger des murs, mais ce ne sont pas des murs généraux. Il ne s'agit pas de dire on a une relocalisation complète, voire le fameux Frenchoring. C'est pas ce qu'il dit. Non. Mais alors maintenant, c'est devenu trop généralisé. Mais c'était même avant l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Je vous l'avais raconté ici. Antoine Frérot, dans une discussion, dit qu'est-ce qu'on fait de nos actifs en Chine ? C'était déjà son sujet et son obsession d'essayer de trouver un moyen de sécuriser tout ça et en tout cas, certainement pas d'en rajouter. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et c'est un peu ce qui s'est passé, on avait déjà eu cette discussion d'ailleurs, mais dans le domaine financier. C'est-à-dire que avant 2008, la liquidité était considérée comme étant illimitée et instantanée. C'est-à-dire que chaque banque tournait le robinet de liquidité du jour au lendemain et les autres banques leur apportaient la liquidité nécessaire. On s'est rendu compte à partir de 2008 que dès qu'il y avait une crise de confiance, dès que en fait, le système se bloquait, on pouvait faire tout tomber, un espèce de blackout financier. Donc on a recréé des poches de liquidité à droite à gauche, ça a coûté très cher, c'était des banques centrales, c'était des réglementations, etc. Dans le monde entier, maintenant, ce qui s'est passé dans le système financier est en train de s'appliquer au bien réel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pensait qu'en fait, tout arrivait de façon instantanée, que ce soit les produits, l'électricité, voilà, on ouvrait le bouton, ça marchait. Là, on se rend compte qu'il faut créer des espèces de stocks tampons un peu à droite à gauche. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des échanges. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des échanges. Oui, non, mais des échanges à l'intérieur de l'Union européenne. Mais y compris même, ce que je vais expliquer, y compris même entre 2 ennemis que sont la Chine et les États-Unis, les échanges perdurent. Sauf qu'il y a d'autres, sur un certain nombre de cas... Il perdure en quoi ? En volume, en valeur ? Il perdure pas en technologie, par exemple. Enfin, il y a clairement des barrières qui ont été mises par les Américains, qui posent problème aux Chinois. Sur un certain nombre de biens technologiques, je suis d'accord, mais ils vont continuer à importer des machines à laver en provenance de Chine et d'Inde. Hein. Ils vont pas tout refaire. Des machines à laver, oui. Mais bien sûr. Des puces, peut-être pas. Mais peut-être pas des puces. Mais aujourd'hui, ils dépendent par exemple de Taïwan. Donc ils vont essayer de recréer des choses. Oui, ils essaient de recréer. Mais en fait, il s'agit vraiment d'éléments qui sont des éléments un peu... Et qui ne remet pas en cause, tu es d'accord avec Clément, ça ne remet pas en cause ? Pour moi, non. Le grand mouvement de mondial... Quelques pays qui seront, entre guillemets, un peu plus exclus. On parle de la Chine, la Russie, elle est beaucoup plus marginale, c'est vrai. Mais comme tu prenais l'exemple d'Apple qui allait en Inde... Est-ce que ça change quelque chose à la mondialisation qu'Apple quitte la Chine, une partie de la Chine pour l'Inde ? Non. Le phénomène d'ensemble, les flux. Non. On oublie aussi que ça l'éloigne même peut-être un peu plus, hein, comme la Terre est ronde, ça doit être 2-3 000 km de plus. Parce que c'est aussi communiste, le Vietnam. Enfin. Oui, c'est ça. On oublie aussi que l'Afrique est en proie aussi à des mouvements de délocalisation de la part d'un certain nombre de pays de l'Asie du Sud-Est pour des biens à très faible valeur ajoutée. Je pense notamment au textile bas de gamme, par exemple. Donc, il y aura peut-être un nouveau mouvement de mondialisation autour du développement africain dans les années à venir. Moi, je ne suis pas du tout comme quand il y a eu le Trump en disant attention, le protectionnisme est de retour. Oui, c'est ça, oui. Alors oui, il a mis quelques taxes, mais est-ce que le taux de droit de moyen a vraiment augmenté ? La réponse est non. Donc, ces quelques taxes qu'il a mis qui sont significatives, effectivement, sur les quelques secteurs. Obama avait fait un peu la même chose sur d'autres secteurs avant, les pneumatiques par exemple, et finalement, la tendance d'ensemble n'a pas fondamentalement changé. Voilà. François-Xavier. Moi, ce que je vois, c'est effectivement une phase d'incertitude majeure géopolitique qui est parfaitement évidente, à la fois en Russie, mais effectivement avec le point d'interrogation de la Chine et de Taïwan qui est le grand sujet et qui est la raison pour laquelle les gens avec lesquels tu discutes essaient de relocaliser et ou de simplement diversifier leur base d'approvisionnement. C'est une question de gestion des risques aussi, de ne pas être forcément dépendant d'un seul pays et d'être dépendant de plusieurs pays et de préférence pas trop loin.
Est-ce que ça veut dire pour autant que la libéralisation des échanges, la mondialisation est finie? Je pense que c'est un peu tôt pour siffler la fin de la parenthèse. D'abord parce que je ne pense pas que les peuples en aient marre de la liberté. Je ne pense pas que les Iraniennes ou les Chinois en aient marre de la liberté. Non, mais c'est facile ça, François-Xavier. C'est pas ça le sujet. Tu comprends? Il y a une espèce, et là-dessus, on l'a tous ressenti. Les gilets jaunes en sont d'une certaine manière l'expression. Il y a une forme de comment est-ce qu'on va dire, d'organisation générale de la société. Oui, l'idée qu'on a été les perdants de l'ensemble de cette histoire, c'est l'élection de Trump, c'est les Gilets jaunes, c'est ce qu'écrivent très bien dans leur bouquin Tesmar et Landier, sur l'idée que nous-mêmes, économistes, on s'est gourés sur le poids de l'industrie, l'efficacité, enfin bref, oui, il y avait des perdants, quoi, voilà. Oui, c'est un peu ça le sujet. Et donc cette demande d'ordre dont on parlait. Les Gilets jaunes demandent aussi beaucoup de liberté. Enfin, je veux dire, de protection. En fait, j'ai toujours un peu peur, chaque fois qu'il y a une crise, on a tendance à se dire, tiens, les régimes autoritaires, ça marche vachement bien. Et d'ailleurs, François Langlais admet tout à fait qu'il a eu le même réflexe au début du Covid, et dans ton interview, il y a quelques jours, et où il dit, bah oui, je me suis planté, j'ai pensé que la Chine gérait super le Covid, mais en fait, ils n'ont pas bien géré le Covid. Et c'est un peu cette tentation du régime autoritaire, la France des années 30, etc., où on se dit, ça marche quand même vachement mieux dans les régimes un peu forts, où il y a un peu de poigne, etc. Et sauf qu'en fait, à la fin, ça marche pas. En fait, à la fin, ça marche toujours mieux dans les démocraties. Donc, c'est pour ça que je dis, tu vois, il y a une tension, il y a des crises, donc on dit, ah ouais, ça marche quand même super bien, il nous faudrait une grande dictature. On parlait tout à l'heure de dictature verte, ou dictature voilà, pour enfin régler les problèmes, une dictature énergétique qui nous mettrait les centrales, machin, etc. Mathieu, cette tentation de la dictature en phase de crise, c'est un vieux classique. Donc, et en fait, ça marche pas. Non, mais il faut marteler ce que tu dis. Et quand même à la fin, tu t'aperçois que finalement, le commerce international, le marché, c'est quand même vachement bien en fait. Et tu t'aperçois que si tu en avais peut-être laissé un peu plus de marché dans l'énergie, peut-être qu'on n'en aurait pas, on serait pas en pénurie. Smith a toujours raison. T'as pas le droit de... là, tu viens de dire un truc. Ça, c'est horrible. Je me lavais la Plus bouche. de marché, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, ça marcherait mieux si on avait mis plus de marché dans l'énergie. Écris ça sur Twitter, tiens, tu vas expérimenter ce que c'est qu'un shitstorm. Je me lavais la bouche. Non, le point, c'est qu'on a tendance à refermer la liberté un peu vite, à mon avis, en période de crise, et que il ne faut pas aller trop vite sur l'enterrement du libéralisme. Moi, je vois deux choses qui sont en train, ou deux tendances de fond qui sont en train de se passer et qui sont vraiment, pour le coup, inscrites dans le long terme. D'abord, tu parlais tout à l'heure des impacts de la mondialisation. L'impact de la mondialisation, ça a été une réduction fondamentale des inégalités entre les pays. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où les pays riches faisaient fabriquer chez les pays pauvres. Les pays pauvres sont plus pauvres. Ils sont émergents, ils ont une classe moyenne, ils deviennent de plus en plus proches des riches. Et donc, assez naturellement, l'avantage salarial qu'ils avaient commence à s'atténuer et à disparaître. Et donc, tu vas avoir assez logiquement une redistribution des cartes où tu n'as plus forcément besoin, avec en plus des chaînes de production qui s'automatisent de plus en plus et qui sont en fait extrêmement... Enfin, avec des oui, je comprends. La différence de valeur est plus qu'elle était, ça y a un petit moment qu'on sait. Et l'industrie 4.0 fait qu'en fait, à la fin, finalement, c'est pas plus mal de relocaliser proche de tes frontières que loin. Et d'ailleurs, les gens avec lesquels tu discutes et qui relocalisent sont pas en train de se dire je vais payer plus cher en relocalisant, ils sont en train de se dire comment est-ce que j'arrive à payer pas plus cher en relocalisant. Et oui. Les gens avec lesquels je discute sont conscients qu'il faudra peut-être payer plus cher. Autant d'ailleurs pour des questions environnementales, machin, etc. Et tout. C'est ce qui amène à l'autre sujet, le producteur, le consommateur. Malgré tout, tu vas quand même essayer de continuer à consommer, quoi. Malgré tout. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on dit dans les enquêtes, on dit oui, bien sûr, si c'est made in France, je suis prêt à payer plus cher. Et en fait, dans la réalité de la vie économique, on se rend compte que c'est pas le cas. Surtout en ce moment. Et en fait, un des sujets, et là où je rejoins malheureusement un des diagnostics de François Langlais, c'est que ce qu'on se rend compte malheureusement, c'est qu'un des éléments les plus importants en économie a tendance à être rejeté par les citoyens, ça s'appelle le signal prix. C'est-à-dire on l'a tué. On a énormément de modèles. On a tué le signal prix avec le quoi qu'il en coûte, ça c'est clair. Exactement, et avec le quoi qu'il en coûte et avec la taxe carbone fusillée par les Gilets jaunes. Et alors que on sait bien que pour concilier à la fois la liberté de choix et l'orientation générale, justement, des choix pour une politique économique, le signal prix, c'est la solution. Or, il est de plus en plus rejeté. Et ça veut dire, si on rejette le signal prix, ça veut dire qu'on demande un signal réglementaire. Et donc, c'est forcément beaucoup plus compliqué. C'est ça le sujet. C'est encore mieux dit que Milton Friedman lui-même. On se retrouve avec des prix plafonnés de l'énergie et des risques de pénurie. Et parce que si on bloque les prix, on a un problème des quantités. Mais ce qui n'est pas objectivement dit, c'est qu'effectivement ça, c'est si on casse le signal prix, alors on a un signal par les quantités. Et c'est ce qui risque de se passer si effectivement, par exemple, quelqu'un avait l'idée folle
de casser toute mondialisation, vous allez voir le signal prix qui va se mettre en place de façon très forte. Et donc, si on bloque le signal prix, ça veut dire qu'on met en place des économies de pénurie. Clément. Après, on parlait de souveraineté. Moi, j'aime beaucoup, je sais que tu l'invites en plus régulièrement, ce qu'a dit Emmanuel Combe dans une de ses notes sur la souveraineté, mythes et réalités. Et il dit la souveraineté économique, c'est souvent le mythe du potager. Parce qu'on croit qu'on va faire tout soi-même, voilà, dans notre petit jardin. Et en réalité, le potager, c'est pas très efficace. Et deux, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus cher. Et puis il y a plein d'études, du CEPI ou d'autres qui montrent que si on devait fabriquer en France tout ce qu'on aimerait fabriquer en France, serait bien supérieur. non seulement, et puis alors le pouvoir d'achat des ménages. Sans aller jusque-là, citons par exemple, parce que c'est quand même le signe de quelque chose, Croissance Plus, on en parlera après-demain, puisque Nicolas Dueb, qui est membre de Croissance Plus, sera là. Le point de vue de la patronne de Croissance Plus ce matin. Croissance Plus, c'était l'hydre libéral personnifié, quoi, quand même. Voilà. Et là, elle dit, elle veut des clauses de proximité dans les appels d'offres. Elle veut de la préférence nationale dans les appels d'offres et dans les appels d'offres publics. Ne me dites pas qu'il ne se passe pas quelque chose, là, quand même. C'est assez profond et puissant. 20 ans, j'étais à peine né quand on disait déjà ça. Non, je ne sais pas si c'est très nouveau. Tu as raison. Le truc est vieux. Évidemment, mais que ce soit elle, que ce soit Croissance Plus, que ce soit les libéraux aujourd'hui, qui soient dans la demande de ces clauses de proximité qui sont, nous dit la théorie économique, parfois quand même destructrices d'efficacité. Je trouve qu'il se passe quelque chose quand même. Tu as un réflexe de protectionnisme en phase de crise, systématiquement. Rien de plus. Et sachant que les autres font la même chose en face. En tout cas, je ne sais pas s'il n'y a rien de plus, mais il y a au moins ça. Il y a au moins ça. L'Inflation Reduction Act aux États-Unis est extrêmement. Distord la concurrence entre les US et l'Europe, ça c'est tout à fait objectif. Et d'ailleurs, tant mieux pour eux, parce qu'ils vont accélérer leur transition environnementale, mais ça crée des sujets. Et donc, effectivement, quand ça tangue, les gens ont un peu le réflexe de dire protégeons notre industrie, redressons nos frontières. Mais on a eu ça de nombreuses fois dans l'histoire et il se trouve que l'optimum général, comme le rappelait Wilfried, c'est quand même que ça commerce, ça échange et ça crée de la richesse collectivement. Et on l'a déjà fait. Et donc, après, est-ce que c'est juste un passage... Un mouvement passager qui va ensuite restabiliser vers plus d'échanges, ou une parenthèse vraiment qui se referme. C'est un peu tôt pour annoncer la parenthèse qui se referme. Un mot, Wilfried. Dans l'histoire, tous les pays qui se sont isolés du commerce mondial ont au moins, à minima, décliné économiquement, voire sont totalement sortis de l'histoire. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Juste un petit graphe à voir, parce que c'est Müller-Maersk, l'armateur, qui, a priori, n'est pas victime pour l'instant d'une forte démondialisation. Alors, vous ne voyez pas grand-chose sur ce graphe à la télé, mais globalement, donc, l'idée, c'est les bases de relocalisation en cas de relocalisation en Europe. On est pas mal, en fait. Voilà. La France, 7e. Donc Pologne, Allemagne, Turquie, Grande-Bretagne, assez étonnamment, 4e. Évidemment, les États-Unis, donc ça, on en reparlera. Le Vietnam. Et la France vient avant, en fait, l'ensemble des grands pays d'Europe centrale. Ce qui me laisse penser que le risque géopolitique est sans doute assez présent dans la réflexion aujourd'hui de l'ensemble de ceux qui sont en charge. Müller-Maersk qui font des études sérieuses, de relocaliser la production. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, le coût de l'énergie a longtemps été un avantage concurrentiel de la France. C'est vrai. Donc, il faudrait. C'est vrai que là, il faudrait qu'il le. Non, mais il ne le restera pas. Je ferme pas tout de suite. Ah ben non, on peut pas être en contradiction avec ce avec quoi on a commencé. Non. 12 maths, fais les calculs, on est foutu, on est planté sur l'énergie. Point. Non, voilà. C'est pas ça qu'on a dit en entrée, c'est pas forcément ça auquel je concours. Non, on a dit faisons les calculs. Oui. Non, mais si tu fais les calculs, tu sais que dans les 5 ans qui viennent, voilà, on va dire ça comme ça, dans les 5 ans qui viennent, je me projette pas là, François-Xavier, je fais pas ce que tu fais très bien. Dans les 5 ans qui viennent, on est planté. La question, c'est est-ce qu'on sera plus cher que nos voisins? Et la question, c'est est-ce qu'on arrivera à remettre d'équerre le parc nucléaire qui permet malgré tout de sortir? Oui, on y arrivera, mais même. Non, mais c'est une question d'avantage concurrentiel, l'énergie. C'est si le monde entier augmente en énergie. Mais en 2025, ton parc nucléaire, sans doute, il tourne, etc. N'empêche que tu seras quand même planté par rapport à la puissance gazière américaine qui s'est remise à tourner à fond. Je ne sais pas comment va évoluer la situation géopolitique avec la Russie. Tu ne sais pas non plus. J'espère, encore une fois, c'est un vrai sujet. Non, mais... ça va tout à fait dans ta thèse d'ailleurs, François-Xavier, c'est tout à fait ta thèse. La machine de production gazière et pétrolière américaine s'est remise à donner à plein parce que, alors là, le signal prix, pour le coup, a parfaitement fonctionné. Et cette machine... Donc ce risque-là, c'est qu'en termes c'est ce qui a sorti les États-Unis de la dépression de 2008.
C'est la capacité Là, c'est justement l'heure de de réindustrialisation grâce au gaz de schiste, absolument. Non, je voudrais juste qu'on dise un mot sur l'inflation. Juste pour terminer, il nous reste 5-6 minutes. Parce que là, j'ai adoré les chiffres que Emmanuel Grimaud de Maximis Retraite nous a apportés, c'était aussi jeudi. Donc, Agir Carco, augmentation des retraites au 1er novembre de 5,12%. Donc tu te dis, waouh, pas mal, hein, tu vois, on n'est pas loin. Hein. La masse salariale et donc les cotisations sur les 6 premiers mois de l'année, c'est 11,5%. Et donc, je commande ça par l'euthanasie du rentier à commencer. Ouais, c'est un peu ça. Ah, non, mais Sandek, c'est un peu ça quand même. Ah bah, de toute façon, l'inflation, on sait très bien que l'inflation... Vive l'inflation ou pas vive l'inflation? L'inflation, c'est un transfert de richesse. Hein. C'est un transfert de richesse entre les créditeurs et les créanciers, toujours, entre les emprunteurs et les créanciers. Et donc, en fait, entre les épargnants et les consommateurs. Et les épargnants perdent, les consommateurs gagnent. Et les jeunes consommateurs gagnent. Et les jeunes, bah oui, enfin, en tout cas, tous ceux qui n'ont pas un patrimoine... Et tous ceux qui sont endettés. voilà. Tous ceux qui sont endettés ou doivent s'endetter. Exactement, exactement. Après, la question, c'est... quelle est la pérennité de la chose? Est-ce que l'inflation va perdurer? Est-ce qu'elle va être plafonnante ou est-ce qu'elle va s'effondrer? Moi, mon point, c'est qu'elle va probablement s'effondrer. Donc, il faut bien en profiter. Je suis d'accord avec Wilfried. Oui, moi aussi je signe. Ah, vous êtes tous les trois à penser qu'elle va s'effondrer? En tout cas, qu'elle va diminuer. Qu'elle va diminuer fortement. Non, qu'elle va diminuer, c'est normal. Non, La mais base, diminuer Fortement. Pas diminuer d'un point, quoi. Ouais. Vraiment. Qu'on va arriver à une situation où on va être, peut-être pas à 2, mais autour de 3% d'inflation, Ouais. vite. Ouais, Très moi, je pense qu'on revient assez vite aux années 2010. Qu'est-ce que tu appelles vite? Vite, ça veut dire quoi, vite? 2023, oui. Fin d'année prochaine. Dès la fin, dans un an, on se posera plus de questions sur la déflation que sur l'inflation. Je souscris. Et la politique monétaire redeviendra. La transition, la politique monétaire. Redeviendra accommodante parce qu'elle n'aura pas le choix. Je souscris absolument Après à 6 mois où ils 100% diront avec ça. non, jamais. Oui, c'est ça. Voilà. Non, jamais. Après 6 mois où ils auront dit non, jamais, je ne ferai de pivot de politique monétaire au bout de 6 mois. Et toutes les négos, là, toutes les augmentations de salaire partout, etc. On fait retard. On suit. Après, ça va. On n'a pas de mécanisme qui va effectivement faire boule de neige. Quand on regarde, par exemple, quand on regarde les prix et la production sont en train de baisser de façon très forte. Quand vous avez moins 3% de prix d'évolution de prix et la production en Chine, vous n'avez pas une accélération de l'inflation. Hein. Ça n'existe pas, ça, jamais. Hein. Donc, quand on regarde véritablement pas les indicateurs retard, c'est-à-dire ceux dont tout le monde parle, c'est-à-dire le taux de chômage, le taux de croissance, le taux d'inflation, alors ça, tout le monde en parle. Mais ça, ce sont des indicateurs retard. Quand on regarde tous les indicateurs avancés, tout milite pour une baisse très rapide de l'inflation. Le prix du conteneur est revenu à son niveau d'avant-crise. La plupart des matières premières ont fortement baissé, sauf les matières premières liées à l'énergie, que ce soit d'ailleurs renouvelable avec le lithium ou hydrocarbures. Donc on a effectivement un contre-coup Donc il faut que le rentier soit sous oxygène et après il va s'en sortir. Il faut tenir. Rejoindre Tenez bon, les totalement gars. sur ce que dit Wilfried. Tu es avec une offre qui est plutôt assez abondante et les usines chinoises ne sont pas très chargées aujourd'hui, et les conteneurs non plus. Tu as une demande qui va être quand même assez freinée parce que malgré tout ce qu'on est sur le pouvoir d'achat, globalement, il y a quand même des vraies tensions et des vraies tensions salariales. Donc toute l'inflation ne sera pas forcément répercutée. Tu as la moitié Le taux d'épargne est monté à 16% quand même. Hein. C'est-à-dire les tensions sur le pouvoir d'achat, je Aux sais pas où elles États-Unis, sont. alors, Sur la consommation, oui, pas sur le pouvoir d'achat. Non, mais la consommation américaine, elle a été alimentée par effectivement l'épargne supplémentaire Covid. C'est à peu près 2400 milliards de dollars. On considère qu'il y a déjà à peu près la moitié qui est partie. Donc il n'en reste plus que 1200. Ce qui veut dire que, en gros, autour du 3e trimestre 2023, c'est fini, à ce rythme-là. Donc, voilà. Et t'as un niveau. Mais je parlais de nous, quand je parlais du taux d'épargne, c'est en France. Oui, mais 16% globalement. et en Allemagne, quoi. Oui, non. Mais disons que l'impact du taux d'épargne française sur la conjoncture économique générale est relativement faible. Il y a souvent une grosse confusion entre d'ailleurs le niveau de prix et l'inflation. C'est-à-dire que les prix sont élevés, on peut parfaitement imaginer qu'ils restent relativement élevés pendant une certaine durée, mais ça ne fait pas de l'inflation. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais c'est à la bien base sûr. de comparaison. Non, mais tu dis bien sûr, mais c'est pas du tout évident en fait. La plupart des gens se disent les prix sont élevés, il y a de l'inflation, il y en a encore. Oui, sauf que si les prix sont élevés, ils ont plus de chances de baisser que de continuer à augmenter. Donc en fait, s'ils baissent, avec en plus un effet mécanique qu'on a déjà expliqué plusieurs fois ici, mais où tu compares par rapport à il y a 12 mois en fait. Tu compares décembre par rapport à décembre 2021 avant la guerre en Ukraine, tu vas comparer maintenant mars 2023 avec mars 2022 où il y aura la guerre. Tout à fait. Donc en fait, mécaniquement, on embarque une inflation qui baisse. Et avec un peu Donc les banques centrales ont magnifiquement fait le job. Je pense qu'elles vont Non. Elles ont magnifiquement accompagné un mouvement qui de toute façon était inexorable. Ah bah oui, mais non, mais alors. Puisque ces Donc, événements dépassent des auteurs, Non. totalement, là, c'est clair. Elles ont fait leur travail, mais
Elles ont tort tout le l'attribuer- temps avec vous. hein. Non mais, C'est- non, mais c'est ça. l'attribuer Non, uniquement aux c'est banques ça. centrales est une absurdité sans nom. Absurde. Quoi. on devrait voir. Enfin, en Tu tout cas, ne me donnes pas l'habitude d'avoir cet extrémisme de la pensée, Mais non, mais en fait- Wilfried. en fait, L'absurdité sans nom. Mais en fait, oui, c'est-à-dire que moi ce qui m'agace, c'est s'attribuer des mérites qui ne sont pas. Non, mais il s'attribue rien. Pour aussi, quand on Oh regarde- quoi Christine Lagarde, elle est très très mesurée. J'ai vu ses dernières déclarations. Là, oulala, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Ah bah, il est trop- Powell aussi, c'est. Non, mais c'est normal qu'il ait beaucoup trop tôt. calmos. C'est normal qu'il soit beaucoup trop tôt pour se prononcer quand tous les indicateurs avancés vous donnent. Mais tort. attends, ça veut dire que la prochaine hausse d'auto, c'est une connerie. Ça Quand veut dire- Villeroy dit il faut monter 0,5, il nous fait tricher 2008. Je pense que c'est la toute dernière et qu'on est déjà, on est déjà trop restrictif. Ouais. Ouais. Mais c'est pas grave, ils ont l'habitude de Je faire pense des que erreurs. Après, il y a peut-être un lien avec je le taux de pense que change de l'inversion l'euro. sera plus rapide que ce qu'on pense. Oui, je suis d'accord avec Wilfried. Je pense que ça rétropédalera très très vite. Taux de change de l'euro, dit Clément. Non, mais peut-être que ça peut être aussi une idée que. Oui, de défendre le taux de Voilà, change, mais mais Défendre le plus change. le taux d'intérêt est faible. Pour moi, c'est la vraie raison. C'est la vraie bonne raison de tenir. Même pour Ouais, l'inflation, c'est un même pour peu l'inflation, c'est pas très bon d'avoir un euro aussi faible quand on a une inflation. 1,05 on est là, hein, à peu on est près. à 0,5, un petit peu au-dessus. Les amis, tout cela a été vivifiant Et dense. et dense. Et donc, on se retrouve demain. Effectivement, on parlera d'énergie, on parlera du gaz. On parlera management aussi, ressources humaines, tout ça. Ces nouveaux concepts RH. On a l'impression d'être dans une prairie au printemps avec les concepts RH. Là, c'est des Oula. fleurs dans tous les sens. Toutes les 24 heures, tu as un nouveau concept. Agreste, la vision Absolument. bucolique de l'économie. Absolument. Messieurs, seulement sur l'impression que tu as un nouveau concept qui arrive. Sans doute le signe que tout le monde est perdu quand même. Bref, à demain.